En cette année 2025, le Centre d'action interculturelle de la province de Namur, connu aussi sous le nom de CAI, fête ses 40 ans. ASBL héritière du Centre socioculturel des immigrés de la province de Namur, le CAI est l'un des centres régionaux d'intégration de la région wallonne. Pour marquer cet anniversaire, le CAI vous propose une série de 8 podcasts réalisés en collaboration avec l'Institut d'histoire ouvrière économique et sociale. Chaque podcast revient sur l'une des missions ou activités fondamentales de ce centre qui a placé le concept d'interculturalité au cœur de son travail. Plongez dans ces interviews croisées enregistrées entre le 18 septembre et le 10 octobre 2024. Dans ce premier épisode, nous donnons la parole à Donika Pachaj, ancienne travailleuse du CAI, et à Rami Gurzever, actuel collaborateur travaillant sur la thématique des métiers d'accompagnement. Bonjour Donika. Bonjour Rami. Voilà, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Moi c'est Donika, j'ai commencé à travailler au CAI en 2003. En fait, ma formation de base, c'est une licence en biologie et chimie. Donc, j'étais enseignante dans le cycle supérieur en Albanie. Donc, je donnais des cours de biologie et chimie. Ensuite, tout à fait le hasard qui a fait que on est parti de l'Albanie et on est venu ici en Belgique. Et donc, ma première préoccupation ici en Belgique, c'était de m'intégrer au mieux dans la terre d'accueil que c'est la Belgique. C'est vrai que j'avais une bonne base au niveau du français depuis l'Albanie, puisque j'avais étudié à l'école primaire, secondaire et à l'université. Mais ici, donc, je n'avais pas le contact avec la langue. Et donc, du coup, je me suis inscrite dans les cours de français ici à Namur. Et donc, j'ai suivi les cours pendant 1 an ici en Belgique. Donc, pour perfectionner donc le français. Et en novembre 2003, en fait, j'ai vu une annonce comme quoi le CHR à Namur, le Centre hospitalier régional de Namur, était à la recherche des médiateurs interculturels. C'est ainsi que j'ai postulé et finalement, j'étais engagée au CHR comme médiatrice interculturelle. J'avais un contrat d'1 an. Et donc, du coup, j'ai commencé cette expérience-là. Mais je voulais vous rappeler quand même que mon désir de départ, en fait, depuis l'Albanie, moi, j'aimais beaucoup les langues étrangères. Et donc, j'ai pas su avoir fait ces études-là pour différentes raisons. Et donc, du coup, mon rêve de départ d'Albanie, en fait, s'est réalisé ici en Belgique. Donc, de pouvoir donc parler en français, de communiquer en français et de faire un métier qui était le médiateur, puisque le médiateur interculturel, mais j'étais à l'hôpital, mais pour traduire et pour aider les personnes, en fait, dans différents services, donc pour rendre service aux services soignants, mais aussi aux personnes qui venaient à l'hôpital et qui avaient des soucis de santé. C'est bien que tu parles du métier de médiateur. Ensuite, comment tu as atterri au CAI ? Donc, oui, voilà, justement, voilà. Je voulais y venir. Je me permets de... Oui. Donc, étant donné que donc, le CHR et le CAI, il y avait des conventions entre les deux institutions. Donc, en fait, je faisais un mi-temps au CHR et l'autre mi-temps, c'était au CAI. Ce qui m'a permis, en fait, d'ouvrir mes horizons et d'avoir un autre réseau beaucoup plus large. Puisque quand je venais au CAI, je travaillais en tant qu'accompagnatrice sociale, ça s'appelait à l'époque, et donc c'était pour accompagner les personnes d'origine étrangère dans leur parcours d'insertion socio-professionnelle. Donc j'aidais au niveau de la recherche d'emploi et tout ça. Donc voilà, mais je ne faisais pas que ça. J'allais même traduire dans d'autres hôpitaux, puisqu'au CHR, c'est juste uniquement à l'intérieur de l'hôpital. Tandis que ici au CAI, je pouvais aller, je me souviens qu'à l'époque, on avait une convention avec l'hôpital de Montgaudine. Et donc, je pouvais aller faire du travail de l'interprétariat à l'hôpital de Montgaudine. Par la suite, donc c'est fini, le contrat d'1 an. Et ensuite, le CAI était content de mon travail et on m'a dit, voilà, on a besoin de tes services. Donc, c'est ainsi que j'étais engagée en 2004. Jusqu'en 2008, c'était j'étais engagée en tant qu'interprète sociale
Donc, il y avait, on était, je pense, une dizaine d'interprètes de différentes langues. Et donc, pendant 4 ans, donc, j'ai travaillé au CAI en tant qu'interprète social. Et en 2008, en fait, il y a eu la création du CETIS Wallon. En fait, le CETIS, c'est un service d'interprétariat au milieu social. Et alors, pour être interprète, c'est pas n'importe qui peut le faire. Il faut avoir une casquette très professionnelle, quoi. C'est-à-dire que dans le métier de l'interprète en milieu social, il faut avoir une écoute active. Il faut avoir l'empathie. Il faut respecter le secret professionnel. Il faut être impartial et neutre à la fois, pour ne pas vivre avec les problèmes de l'autre. Prendre le recul nécessaire permet de se protéger soi-même. Et donc, les postes du CAI d'interprète étaient transférés au CETIS Wallon. Donc, il n'y a pas eu de coupure de contrat, mais plutôt un transfert des postes. Et c'est ainsi que de 2008 jusqu'en 2022, donc, j'ai travaillé en tant qu'interprète en milieu social au CETIS Wallon. Et donc, après, en 2022, en fait, donc, voilà, j'ai fini avec le CETIS et par la suite, donc, j'étais retour aux sources. J'étais engagée par le CAI pour le poste d'accompagnateur interculturel. Et donc, du coup, voilà, je n'étais pas toute nouvelle pour le métier, mais j'étais engagée dans le cadre du parcours d'intégration. Donc, c'était intéressant de pouvoir apprendre les nouveautés aussi. Donc, j'étais bien armée avec des nouvelles informations, quoi, avec mes autres collègues, avec Rami d'ailleurs et les autres. Et donc, voilà, donc c'était quand même un métier que j'adore. C'est dans le cœur, puisqu'il s'agit de l'humanisme, il s'agit de professionnalisme. Et ça, ce sont des valeurs du CAI, en fait. Donc, c'est l'humain qui est dans le centre des intérêts. Aider l'humain, une personne d'origine étrangère, puisque quand la personne d'origine étrangère arrive ici, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de difficultés. Et donc, c'est comme ça que, à l'époque, quand j'ai travaillé au CAI, pour le métier d'interprète, en fait, moi, j'ai travaillé beaucoup en santé mentale. Et donc, pendant les entretiens psy, les personnes livraient beaucoup de choses. Et c'était pas des choses très gaies, c'est plutôt des difficultés, beaucoup de souffrances. Et donc, on s'est dit en réunion avec la direction et la coordination mais comment on peut faire, quoi, pour casser les préjugés, parce qu'ici en Belgique, on disait, mais les étrangers viennent ici pour prendre le pain des Belges. Mais en fait, nous, en tant que professionnels dans la santé ou la santé mentale, on entendait tout à fait autre chose. C'était pas ça, c'était une autre réalité. Et donc, on s'est dit, avec, je me souviens, Eva Cavian, on a fait des ateliers d'écriture, tout en respectant le secret professionnel des personnes. Si c'était un Albanais, je pouvais dire un Turc ou un Sénégalais, quoi, en respectant le secret professionnel. Donc, on a mis tous ces témoignages, en fait, on était porte-parole des autres. Ça s'appelait, en fait, on disait, c'est le porte-parole des sans-voix, puisque eux, ils disaient, mais si on n'allait pas plus loin, c'était comme s'ils n'avaient rien dit, en fait, s'ils n'étaient pas entendus. Et c'est ainsi qu'on avait écrit le livre Étranger, qui pour moi parle beaucoup, et il y a des témoignages très, très poignants. Salut Rami, alors j'aimerais bien savoir un peu si tu sais me parcourir un peu ton parcours professionnel, quand tu es arrivé au CAI et le rôle que tu as eu au CAI et la suite, quoi. Alors comment je suis arrivé au CAI? C'était une époque où j'étais sans emploi, donc j'avais quitté mes humanités, j'avais terminé l'enseignement technique, donc j'avais fait de l'automobile en fait à la base. Je ne cherchais pas vraiment de l'emploi dans ce domaine, je prenais un peu tout ce qui venait. Donc j'avais travaillé dans la cueillette des fraises, le travail saisonnier. J'avais également, j'avais tout le temps mes yeux braqués sur mon téléphone. Est-ce que l'intérim va m'appeler? Est-ce que l'intérim va m'appeler?
Et en même temps, je faisais du bénévolat au Centre culturel turc de Namur. Voilà, c'est un réseau d'entraide. Parfois, c'était moi qui faisais le thé pour les personnes. Parfois, c'était des autres amis. Et un bon jour, il y a un ami qui m'a dit « Mais t'as vu l'annonce qui est sur le mur ?» Je dis oui, j'ai vu un papier, mais je n'avais pas lu en fait. Mais il m'a dit « Il y a la ville de Namur. » Il m'a dit « La ville de Namur va engager un secrétaire pour travailler au Centre culturel de Namur. » Donc, sauf que je me suis retrouvé au CAI. Voilà. Et donc, ce n'était pas juste faire un travail de paperasse, de secrétariat ou de comptabilité, mais c'était soutenir l'association dans son ensemble par rapport à ses projets et ses activités. Et ensuite, voilà, c'est un contrat qui a duré 2 ans. Donc, c'était en 2004. Donc, 2004 à 2006, j'avais 23 ans, je me souviens comme si c'était hier. Donc, j'étais le plus jeune à l'époque au CAI, un des plus jeunes en tout cas. Et aujourd'hui, je fais partie des meubles. Je suis namurois de naissance. Je suis le fils d'un immigré qui a immigré dans les années 70 suite à l'appel de la Belgique pour la main-d'œuvre étrangère. Donc, voilà, j'ai fait tout mon parcours ici. Puis après, au fur et à mesure, j'ai dû me former en continu. J'ai fait beaucoup de formations grâce au CAI pour me mettre justement en adéquation avec les réalités et l'évolution de la société. Donc les réalités migratoires, parce qu'elles évoluent, elles changent. Mm-hmm. Et donc, si on ne se met pas à jour avec ça, on va être en décalage avec le public qu'on accompagne. Je suis revenu en 2010, en fait. Je suis revenu en 2010 dans le cadre d'un projet FIPI, c'était Fonds d'impulsion à la politique des immigrés. Et le travail consistait en fait à partir des quartiers namurois, les maisons des jeunes, les maisons de quartier, c'était de pouvoir mobiliser les personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi, leur donner les premières informations et essayer de les reconnecter auprès des services qui font l'accompagnement à la recherche d'emploi et de formation. Et donc, c'était le projet Relance. C'était une collaboration avec la ville de Namur et la Mirena. Et donc, on faisait des permanences dans les maisons de jeunes, maisons de quartier, et également dans les associations issues de l'immigration. Comme j'ai fait ma formation de médiateur, j'ai été travailler à Sambreville comme médiateur interculturel dans une cellule qui s'appelle l'Entrain. C'était une équipe pluridisciplinaire composée de psychologues, assistants sociaux, éducateurs de rue. Et donc, j'ai travaillé plus ou moins plus de 2 ans, je pense. Et ensuite, en 2015, je suis revenu. Donc, j'étais toujours le travailleur du CAI. Hein. Donc, tu étais un travailleur détaché. Voilà, détaché, décentralisé, délocalisé. D'accord. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Et donc, je suis revenu dans le cadre du parcours d'intégration comme accompagnateur interculturel. Et depuis, ça fait 9 ans passés que je suis dans l'accompagnement parcours d'intégration. Et j'accompagne les primo-arrivants ou toute personne étrangère, d'origine étrangère. Étant donné moi-même, par exemple, d'origine étrangère, mais j'ai suivi le parcours en fait migratoire ici, donc je connais les procédures, donc j'ai travaillé dans ce milieu-là, donc je connais très bien. Donc quand un professionnel me parle d'une procédure, par exemple, si on parle de la procédure d'asile, si on parle de la procédure de la régularisation pour des raisons médicales, pour des raisons humanitaires ou autres, le regroupement familial, mais donc je suis formée, je connais tout ça, donc c'est très facile pour moi en fait, dès que pour le métier d'interprète ou médiateur, je comprends parfaitement bien et d'une façon très logique et simple pour moi, puisque je suis passée par ce cheminement. Et donc, c'est beaucoup plus facile de comprendre et d'accompagner ces personnes-là, puisqu'on sait comment les aiguiller vers les professionnels adéquats. Moi aussi, mais c'est plutôt dans d'autres circonstances. Voilà, par exemple... c'est plutôt mon père, quand il expliquait son histoire, comment il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait comme travail, etc. Et puis après, moi, j'ai connu de près le regroupement familial. Donc, j'étais moins dans tout ce qui est demande d'asile, parce que voilà, j'étais né ici. Et puis, la communauté turque était bien avant en Belgique.
Mais c'est plutôt voilà, les questions de mariage mixte, mariage forcé, mariage arrangé. C'est des choses qui me traversaient. Parallèlement à ça, j'ai fait partie des jeunes, en fait, qui n'arrivaient pas à se faire entendre par les plus anciens. Donc, je disais, mais faites ça pour nous. Ils ne faisaient pas. Et alors, moi, quand j'ai commencé à être acteur dans le travail, c'est pour ça que j'ai dit, mais moi, j'ai vécu ça. Je n'ai pas eu la chance de faire partie d'une équipe de mini-foot, par exemple. Mais ces jeunes-là, je ne voudrais pas qu'ils tombent dans la drogue ou autre chose. Je vais les encadrer parce que le sport, c'est un outil d'insertion, en fait, à la société. Hein. Et donc, voilà, c'est un peu tout ça qui m'a animé. Et ensuite, bien sûr, quand j'ai découvert au fur et à mesure du temps, mais c'est quoi régularisation 9 bis, 9 terres? Pourquoi les gens, tout compte fait, quittent leur pays? Donc, je me suis intéressé, bien sûr, à tout ça parce que dans la sphère communautaire, il n'y a pas beaucoup de demandes d'asile, demandes de protection internationale, etc. Quand je vais faire des interventions à l'ENALUX aux futures étudiantes assistantes sociales en 3e année, c'est des personnes qui ne savent pas la réalité migratoire. Et donc, ça va être des futurs AS. Et je les sensibilise à dire, mais vous savez qu'un jour, quand vous travaillerez dans un service, vous allez rencontrer des personnes de cultures différentes qui vont peut-être pas savoir s'exprimer. Et donc, vous devez déjà vous préparer à pouvoir accueillir de manière... accompagner ces personnes-là dans leur démarche, quoi. Moi, par rapport à mes fonctions en tant qu'interprète et en tant que médiatrice interculturelle, mais par exemple en tant que médiatrice interculturelle, mais donc je pouvais prendre des initiatives, donc j'avais beaucoup plus de liberté dans ma fonction. En tant qu'interprète au milieu social, donc j'avais quand même des limites pour ma fonction. On se limitait uniquement au niveau de la traduction, de l'interprétation, quoi. Donc, chez le psychologue ou chez l'assistant social ou chez l'avocat ou autre. Et donc, parfois, j'ai beaucoup travaillé en santé mentale, notamment avec la clinique de l'exil. Et donc, parfois, les psychologues, ils nous prenaient pour des co-thérapeutes. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, donc, nous, notre rôle, c'était interprète, mais dans le rôle de l'interprète, il y a l'interprétation au niveau linguistique, mais en fait, nous, on fait aussi un décodage culturel qui, aux yeux d'une personne belge, en fait, a une importance à ses yeux, puisque donc ça aide au niveau de la thérapie. Et c'est ainsi qu'ils nous considéraient comme co-thérapeutes, mais nous, on restait dans notre rôle en tant qu'interprète, pas plus, mais cette petite nuance d'expliciter, par exemple, un message, ou bien nous, on ne traduit pas le mot à mot, on traduit le sens. On traduit même un geste, par exemple, que la personne fait, donc c'est-à-dire le non-verbal. Par exemple, ça m'est arrivé avec un médecin psychiatre, pour les Albanais, par exemple, pour dire oui, et donc ils font la tête oui, oui, oui. Et donc, pour un Belge, donc, si moi je n'intervenais pas en tant qu'une professionnelle de dire, mais écoutez, je me permets de vous dire au niveau du contexte culturel que, par exemple, le mouvement de la tête comme ça veut dire oui et pas non. Donc, c'était un éclaircissement devant le psychiatre pour dire que voilà, il a bien compris le message et c'est pas tout à fait le contraire, quoi. Pour rebondir un petit peu au niveau de la médiation interculturelle, au départ, moi, quand je rencontrais les personnes qui souhaitaient que j'intervienne par rapport à des démarches auprès de la commune ou une autre institution, ils avaient encore ce regard de si la dame qui est derrière le guichet est là, je dois dire oui à tout. Et donc, parfois, ils ne recevaient pas la bonne information. Et donc, il fallait équilibrer les rapports entre institutions et personnes, donc, de manière impartiale et neutre, et tout en décortiquant les étapes qui permettent à la personne, justement, d'avoir la bonne information. Maintenant, je ne dis pas qu'ils n'avaient pas la bonne information, mais parfois, c'était, je caricature, mais le regard qu'ils avaient envers le travailleur qui est derrière le guichet, c'est comme si c'était Dieu, quoi. Alors que c'est un être humain comme tout le monde. Moi, il y a des choses que je fais, par exemple, qui aident le secteur.
Une fois, je reçois un appel d'une travailleuse qui me dit « Je cherche un interprète en arménien ». Je dis ben, « Il y a le CETIS ». Premier réflexe. Elle me dit, mais le CETIS, il ne se déplace pas et par vidéoconférence, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut l'interprète sur place. Moi, je me renseigne autour de moi, mon réseau, etc. Et puis, par hasard, il y a une dame d'origine arménienne qui vient pour faire la demande de la nationalité belge. Alors, je lui dis, madame, est-ce que ça vous dirait de rendre service à une famille arménienne qui est dans telle adresse parce qu'ils ont des problèmes linguistiques? Elle m'a dit avec plaisir. Donc les réseaux d'entraide comme ça, ça permet vraiment de décortiquer justement des petites problématiques parce que les services ne sont pas tous outillés à travailler les questions interculturelles. Moi, je voulais rajouter aussi, parfois, on était appelé en tant qu'interprète, par exemple, dans les centres d'accueil de réfugiés parce que notre champ d'action, c'était un peu... dans différents domaines, c'est-à-dire par exemple dans la santé mentale, l'accueil des réfugiés, par exemple dans les centres d'accueil, la petite enfance, le milieu juridique et autres. Et donc parfois, les centres d'accueil de réfugiés nous appelaient en fait quand il s'agissait d'un transfert d'un jeune d'un centre vers un autre centre. Et dans ces conditions-là, il y avait toujours une problématique ou bien un conflit, quoi. Et donc, on était là en tant qu'interprète, mais parfois, j'avais l'impression de gérer un conflit, de pouvoir équilibrer un peu les choses. Parce qu'il fallait bien, sinon c'était pas possible, quoi. Donc, si je restais juste avec ma casquette interprète, en fait, je n'allais pas faire une prestation de qualité. Et donc, dans le travail en tant qu'interprète, en fait, nous, on s'adapte au niveau du débit de la parole de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a différentes façons de traduire. C'est-à-dire, il y a la façon en simultané. Il y a le consécutif, il y a aussi le chuchotage. C'est-à-dire que donc, on s'adapte au niveau du débit de parole de chaque personne. Et donc, tout de suite, en fait, je pense qu'on se comprend. Un bon interprète, en fait, il est là, il est visible, mais par moments, il s'efface. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le courant passe tellement bien dans la triangulation que par moment, l'interprète, on pense qu'il est effacé, mais parce que le courant passe très bien, tout en étant présent. C'est aussi, en tout cas, ça permet en fait de créer le pont entre les personnes qui viennent de sociétés traditionnelles où c'est la culture de l'oral qui prime, et ici en Belgique, c'est la culture de l'écrit. Donc c'est ce travail de connexion, en fait, ce travail de pont qui permet justement d'équilibrer les rapports entre les individus et les institutions. Mais aujourd'hui, en travaillant avec le réseau, on n'est plus nécessairement le fil rouge dans toutes les thématiques. Donc logement, ISP, santé mentale. Donc on n'est plus le fil rouge par rapport au parcours d'intégration et par rapport aux démarches que la personne a. Mais sinon, c'est le CPS qui est d'abord le fil rouge de la personne. Et donc, comme aujourd'hui, il y a beaucoup plus de travail administratif, des encodages, des tableaux, rendre des comptes. Donc, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on doit plus justifier notre travail que faire notre travail. Et donc, ça peut être pesant pour les travailleurs sociaux. Voilà, et voilà, on a des limites, on ne sait pas être partout, on ne sait pas tout faire en même temps, mais on n'est pas non plus des fonctionnaires, on n'est pas des bilanteurs, et c'est ça un peu le projet politique du CAI, quand le décret est venu. C'est pas l'employé qui fait 9-17 ou 8-16, mais c'est le travailleur qui est toujours à l'écoute du citoyen dans son entièreté, dans sa globalité, et il essaie de l'accompagner de manière la plus efficace et la plus efficiente possible. Je pense qu'au niveau relationnel, on doit prendre un peu plus de temps parce que j'ai l'impression, même actuellement, en fait, j'ai l'impression que
c'est vrai, dans mon rôle en tant qu'agent d'accueil, de guidance et d'orientation, donc avec les personnes d'origine étrangère et autres, des Belges aussi, je vois que j'ai envie de faire beaucoup plus parce que j'ai les capacités de le faire, mais dans ma fonction, c'est plutôt d'orienter. Et le fait de savoir le réseau et les services avec qui nous collaborons, c'est une chance que je les connais et que je peux vite orienter la personne vers le service adéquat. Mais j'aurais pris la demande et j'aurais envie de traiter, mais on a des limites dans la fonction qu'on doit appliquer. Et alors, les orienter vers le service adéquat. Mais donc, le temps ne permet pas, en fait, de pouvoir donc répondre aux demandes des personnes, quoi. Ils viennent, ils ont envie de partager, puisqu'ils partagent des choses qu'ils ne partagent pas avec quelqu'un d'autre. Ils viennent vers moi, et donc, tout de suite, moi, je dois me concentrer au niveau de la formation, donc au niveau de l'apprentissage, et de voir le projet, et d'aller vers l'insertion socio-professionnelle, soit une formation qualifiante, soit donc un travail et tout ça. Donc, je dois me concentrer au niveau de la formation en elle-même, mais pas tout autour. Mais la personne, pour qu'elle soit bien en formation, doit avoir réglé tous ces problèmes autour. Mais donc, je pense qu'on fait un travail au niveau de la formation, mais sans régler ça. Ou bien j'oriente tout simplement. Le cadre, c'est bien, ça, comment dire, ça donne un cadre, c'est une protection quelque part, mais il faut sortir de ce cadre. Si on veut vraiment, je veux dire, accompagner efficacement la personne dans toutes ces démarches. Donc, certains travailleurs aiment le cadre, ils restent dans leur zone de confort, c'est un choix. Mais moi, je préfère l'approche systémique, travailler avec le réseau, sortir de ce cadre, aller rencontrer les personnes dans leur lieu de vie. Je pense que ça se complète bien. Donc, si on reste que dans le cadre, si tout le monde reste dans son cadre, comment on va travailler ensemble? Je propose d'atterrir pour de vrai, avec un mot de la fin. Est-ce que vous pourriez terminer en épinglant un petit succès du CAI dont vous êtes fier et auquel vous avez peut-être contribué, qui témoigne du fait que le CAI a apporté sa pierre à l'édifice dans le secteur? Voilà. Quel petit succès vous retenez? Mais oui, justement, en fait, pour moi, la clé du succès ici, au CAI, c'est rester humaine, mais professionnelle en même temps, en fait. Et alors, pour moi, je trouve que c'est très important, le respect du secret professionnel. C'est très important. Parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, il y a le climat de confiance qui s'installe, il y a une bonne ambiance qui se crée et que la personne qui te partage ou bien qui te confie des choses, elle sait revenir vers toi. Et moi, je disais toujours, ma poche, elle est vraiment pleine de secrets ici. Et je vais garder ça toute ma vie. Donc pour eux, c'était très important d'entendre ça. Donc voilà, pour moi, ça, c'est la clé du succès dans mon travail de plus de 20 ans de carrière en tant que travailleuse sociale. Moi, je ne pensais jamais que j'allais faire 20 ans, plus de 20 ans dans le secteur. Au départ, je me dis c'est un contrat à durée déterminée. Puis, selon les subsides, ce n'était pas toujours clair. En fait, sur le plan individuel, moi, parfois, c'est un mail que je reçois d'une personne. J'en ai reçu beaucoup. Ce n'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais monsieur, merci pour tout ce que vous avez fait. Grâce à l'accompagnement que votre institution a fait, aujourd'hui, j'ai eu mon équivalence de diplôme, j'ai trouvé un travail et j'ai eu ma nationalité belge. Ah ben, pour moi, on a gagné. On a gagné. Si on a fait ça, on a gagné. On a gagné les futurs acteurs de la société. Sinon, au niveau institutionnel, voilà, moi, il y a beaucoup de choses, hein, mais ce qui me ressort beaucoup, c'est l'engagement de cet Érythréen. Ça a créé des emplois. Ça a créé des emplois. Le secteur, voilà. Demain, s'il y a une autre vague d'immigration, c'est encore le CAI qui va innover. Et il a innové auparavant pour les associations communautaires qu'on a citées. Il y avait la demande d'avoir des cimetières pour les musulmans, par exemple. C'est le CAI qui a été rencontré avec ces associations, les Chefins. Par exemple, pour la pratique rituelle de la fête du sacrifice. C'est aussi le CAI il y a plein de choses dont le CAI peut être fier aujourd'hui.
Le CAI, en fait, c'est à l'écoute, en fait, des personnes d'origine étrangère. C'est pas uniquement l'écoute, une écoute active. On mène des actions, on va vers les associations, on va vers les gens, on les accueille, on accompagne, on fait un travail de qualité, finalement. Voilà. On est fiers de faire partie du CAI et aussi d'avoir parcouru ce chemin qui est génial. Vous venez d'écouter l'un des podcasts dédiés à l'histoire du CAI Namur, réalisé dans le cadre de son 40e anniversaire. Le CAI Namur et l'IHOES remercient chaleureusement l'ensemble des personnes qui ont participé à la réalisation de ces capsules sonores, que ce soit à travers leur voix, leurs paroles, leurs souvenirs ou en tant que personnes ressources. Retrouvez l'ensemble de ces podcasts ainsi que toutes les activités du CAI sur le site web www.cainamur.be.